Alors, Frédéric Farucci va nous retrouver avec toute l'équipe du film, enfin, grande partie en tout cas. Il proposait aussi à Guang s'il veut venir aussi nous retrouver. Camille Jordana, Rhône, Mathieu, Antoine Farucci, Guang, Io. Voilà, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu comme si on refaisait la première qu'on n'a jamais fait. Pardon, on s'est pas vu depuis très longtemps. Je suis très contente de se retrouver. Peut-être qu'il était là par route. Alors, il y a aussi Maurice Chen et Xing Xing Chen qui sont interprètes du film aussi, si vous voulez venir avec nous. Ah bah oui, venez. Peut-être asseyez-vous. Allez. Comme ça, ce sera moins guindé. Alors, voilà, on va un peu lancer la discussion. Peut-être la question inévitable, Frédéric, partons un peu du point de départ. Je crois que c'est parce qu'il y a Nicolas Journet, Benjamin Charlier, avec qui tu as écrit le scénario. Je crois qu'au départ, c'est vraiment dans une discussion avec Nicolas Journet qu'est né le film, c'est ça l'idée en tout cas, de traiter de ce sujet-là. Vas-y, je te laisse parler. Oui, complètement. Nicolas Journet, donc, qui est scénariste, avait eu une histoire d'amour un peu cuisante avec une stripteaseuse, parce qu'il avait découvert sur le tard qu'elle l'était, et lui en avait fait paver des ronds de chapeau, comme dirait Truffaut. Et il s'est mis, comme il avait un passé de journaliste, il s'est mis à enquêter sur le quotidien de ces jeunes femmes, et découvert que beaucoup sont aussi call girls et que toutes ont un chauffeur attitré qui vient les chercher à l'issue de leur effeuillage pour offrir une sorte de sas de décompression et de sécurité aussi. Et en fait, il est venu me voir en disant « J'adorerais faire l'histoire d'amour entre la stripteaseuse et son chauffeur ». Alors moi, j'étais moyennement motivé par la romance pure, mais ce qui m'attirait beaucoup, c'était le chauffeur de nuit, en fait. Et donc, on s'est mis à enquêter sur les taxis de nuit, et très rapidement, il y a une légende urbaine qui revenait sans cesse, suivant laquelle il y a de plus en plus de taxis chinois. Ce sont des faux taxis, ils sont équipés par la mafia, et ça, c'est une légende qu'on n'a jamais pu vérifier, mais moi, j'y ai trouvé une matière qui m'attirait énormément, qui était une matière de film noir. J'y voyais tout de suite une histoire criminelle. Il y avait quelque chose qui m'intéressait énormément aussi dans le fait de traiter une communauté qui est très très peu abordée dans le cinéma français et de l'aborder sous son volet, comment dire, entre guillemets, clandestin. Parce que bon, je vis dans le 19e arrondissement. J'ai assisté aux diverses vagues d'immigration des 10 dernières années et je les ai trouvées chaque fois plus violentes. Je trouvais que l'accueil en France, qui normalement a une tradition d'accueil et de mixité de plus en plus dure, et c'était quelque chose qui me travaillait énormément. Donc du coup, à la fois pour son aspect, on va dire, communautaire et sociétal, et pour son aspect criminel, entre guillemets, on est parti sur cette aventure avec cet angle-là. Et puis est arrivée aussi finalement la dimension musicale aussi dans le film. Je le disais avant dans l'introduction, il y a plein de dimensions, on peut aborder le film par plein de biais, et on va essayer aussi de le faire ce soir aussi. Mais puisque Camélia, Ron sont là, on peut aborder dès maintenant cet aspect-là, parce qu'on l'a vu, il y a évidemment la musique telle que l'on entend, mais ça vient beaucoup évidemment du fait que le personnage de Guang est musicien, qu'il est artiste, qui compose, et ça c'est venu comment, à quel moment en fait c'est venu assez tôt en fait. Moi, j'avais vraiment envie de la musique
de la musique comme vecteur amoureux entre deux personnes qui n'auraient pas vocation à se rencontrer. Et donc il y a ce langage, bon, c'est tarte à la crème, hein, mais c'est ce langage universel qui se noue entre eux. Mais au fil de l'écriture, il y a quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour moi, c'était de faire d'un immigré clandestin un ancien DJ. C'était un moyen de faire rentrer l'immigration dans une forme de contemporanéité, en fait, de dire les gens qui viennent ici, qui échouent ici, dans le sens littéral, en fait, sont des gens qui sont issus de la même modernité que nous. Ce sont les gens qui écoutent la même musique que nous, qui ont accès aux mêmes informations que nous, et j'avais envie de faire de cet immigré clandestin un équivalent générationnel d'un Parisien de son âge, en fait. Voilà, et donc c'est de là que la musique, c'est de là que l'envie de faire de la musique vraiment un troisième personnage est née. Et ça, cette dimension-là, aussi bien Rhône que Camélia, je pense que c'est une dimension à la lecture du scénario qui vous a emballé, qui vous a enthousiasmé. Enfin, je sais pas qui les deux vont commencer, mais... On peut en parler du coup, comme oui. la musique. Bien sûr. Ben, c'est ça, oui, non, c'est vrai que j'ai rapidement compris quand Fred m'a parlé de ce projet, de ce film, que c'était un film musical, quoi, en fait, un film noir mais musical, ce qui est assez rare, et que c'était un cadeau énorme pour un compositeur, un projet comme celui-là, parce que c'est... Oui, voilà, c'est ça, rapidement, je me suis dit que c'était pas une musique illustrative, il y a une tradition française comme ça dans le cinéma, de la musique qui est un peu tapis sous les dialogues, et là, j'avais l'impression qu'elle avait une place vraiment importante. Fred m'a dit, c'est un personnage à part entière, presque, et elle devait combler des silences, des non-dits entre les personnages, et ça, je trouvais ça hyper intéressant, c'était un gros challenge, quoi. Alors du coup, comment vous avez travaillé tous les deux pour établir justement c'était un cheminement, c'était assez progressif en fait. C'était pas mal d'allers-retours entre vous pour... Ouais, ben, bon, déjà j'étais super en confiance parce que Fred connaissait mon travail. Et ça, il aimait bien ma musique, donc il me parlait de morceaux que j'avais composés en me disant que c'était ça qui l'intéressait. Et puis après, effectivement, on a discuté on a vite trouvé des références communes. Je me souviens de Millennium Mambo. Ça, c'est une référence qu'on avait en commun. Moi, c'est une musique. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Et la musique j'ai trouvé qu'elle était superbe, et lui aussi. Donc c'était une référence déjà. Et ensuite, c'est toujours difficile à dire. C'est des échanges, une espèce de correspondance sur les. Fred me parlait des scènes, de l'atmosphère qu'il imaginait sur ces scènes, tout ça, et puis ça... Comment ça se passait pour toi, Fred? C'est pas si commun dans le cinéma français qu'un film, que la musique d'un film soit composée entièrement par un musicien dit électro, en tout cas, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le travail de Rhône, Frédéric? Déjà, c'est que c'est un grand mélodiste. Et du coup, c'était ça. Quand on a parlé de Millennium Mambo, c'est vrai que c'était une base de discussion parce qu'il y avait dans cette musique à la fois du rythme et de la mélancolie. Et je trouve que ça collait beaucoup à l'atmosphère que j'avais envie d'essayer de mettre en place dans le film. Voilà, mais après, c'est vrai qu'on tâtonne beaucoup hein, quand on cherche à mettre de la musique sur un film. C'était beaucoup d'échanges sur du concret en fait. C'est Rowan qui me disait mais j'ai pensé à ces notes là, qu'est-ce que tu en penses, et puis je disais ce que je ressentais en néophyte de la musique, et derrière il y avait une réaction de sa part. Mais c'était c'est un film qui a été fait dans la douleur et dans le sang, hein. Ça m'a pris 7 ans pour le monter, mais la partie musicale c'était comme un conte de fées, parce que comme mes productrices m'ont dit mais qui aimerais-tu pour la musique, je dis j'aimerais un rôle, mais bon je n'y comptais pas quoi. Il me dit pourquoi, laisse-nous faire notre métier. Il a lu le scénario et une semaine après on était en train de déjeuner, et après j'ai l'impression que quasiment tout coulait de source entre nous, donc je ne sais pas si on pourrait faire une masterclass ensemble, parce qu'on serait ça serait pas très instructif peut-être. Ben oui, c'est vrai que c'est difficile, je ne suis pas sûr que ce soit passionnant du coup ce qu'on va dire, parce que c'est difficile à exprimer avec des mots. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de fluidité, de simplicité dans nos échanges, en même temps rien de très technique. C'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement, assez simplement, et
Il y a une partie qui était composée avant, enfin pour le tournage, et puis il y a des choses qui se sont ajoutées après au montage. Oui, Fred a utilisé des morceaux qui existaient déjà et ensuite il s'agissait de composer de la musique originale pour différentes scènes. Et alors voilà, il y avait différents types de musique à faire. Parfois, il fallait exprimer l'intériorité des personnages, parce que quand même, il y a ce personnage qui est assez mythique, et il fallait peut-être exprimer des choses qu'il n'exprime pas avec des mots. Voilà, ce lien entre, j'allais dire Camélia et Gwang, mais bon, on va dire Naomi et Jin. Il fallait un peu faire une espèce de lien entre ces personnages, et c'est vrai que la musique les lie dès le départ. Et puis il y a aussi tout l'aspect qui me plaît beaucoup, c'est le côté road movie du film, évidemment ces déambulations sur le périph', cette voiture. Enfin, moi j'adore écouter de la musique dans une voiture, alors là c'était génial de composer pour ce décor-là, l'habitacle d'une voiture. Je trouvais ça intéressant avec le paysage qui défile, tout ça. Enfin, il y avait tout un travail à faire comme ça, avec beaucoup de choses très différentes en fait, et aussi quand même poser une ambiance dès le départ. Je crois que l'ouverture du film est importante, c'est poser une ambiance dès le départ qui va évoluer un petit peu. Oui, une autre chose que je trouvais passionnante, qui est vraiment propre à ce projet, à ce film, c'est l'évolution du thème que compose le personnage en fait. Ça c'était intéressant parce que on le voit composer, chercher, tâtonner, et puis le morceau se révèle à la fin quand il est plus là en plus. C'est ça que je trouve assez beau, c'est que finalement dans cette scène finale, il est là par le biais de la musique avec Naomi. Et ça, je trouvais ça très, très touchant, très émouvant. Enfin voilà, ça c'est... Et Camélia a prêté sa voix sur le générique de début. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça, c'était assez dingo comme expérience, mais avant d'arriver au générique, c'est vrai que pour ce qui est du rapport au scénario par le biais de la musique, me concernant, enfin pour ce qui est de Naomi en tout cas, avant de m'approprier ses mots et sa présence et son corps et sa peau et tout ça, j'ai pour ma part eu pas mal de prépa, étant donné que j'avais quand même une scène de striptease à préparer pour celles et ceux qui s'en échappé. Donc voilà, donc j'avais quand même pendant des semaines beaucoup de travail, et en fait ma porte d'entrée avant même vers ce film, mais d'abord vers ce personnage en fait, avant de savoir qui allait être cette personne, et avant de se retrouver en répétition, puis en plateau avec l'équipe pour la raconter et raconter leur rencontre avec Jin. Moi c'était, ça a commencé par la musique de Rhône en fait, donc c'était très nouveau aussi pour moi comme démarche, parce que j'adore me raconter quelle musique écoutent les personnages que j'incarne, mais en fait rentrer de manière aussi littérale dans une personne en faisant rentrer la musique dans sa peau, en fait c'est très nouveau. Enfin c'était très nouveau du coup, et c'était assez dingue comme expérience, puis très physique aussi en plus. Et puis après, pour ce qui est de la musique, ouais, non, ça c'était une expérience hallucinante. On en parlait, et puis en fait on a fini par y arriver, et puis de la même manière, ça s'est fait assez naturellement, quoi. On s'est retrouvés en studio, tous les trois. J'ai l'impression qu'il y avait une quatrième personne avec nous, à part l'ingé son, j'entends, mais de l'équipe du film, j'avais l'impression, mais peut-être pas. En fait, en tout cas, voilà, on était en studio à Montreuil, et c'était une super chouette expérience. On savait que c'était sur ce générique-là, et puis voilà, je me suis mise un peu dans mon coin, j'ai commencé à gratter des choses, et puis je les ai partagées avec les garçons qui ont fait preuve d'une très grande bienveillance. Et puis Fred a dit « Ouais, ça j'aime bien, mais ça peut-être si on change ce mot-là pour ce mot-là ». Et à la fin, ça a donné cette chanson. Puis il y a Ron après qui a fait sa magie, pareil pour les quelques endroits mélodiques où il me disait « Attends, et peut-être cette note-là ici, puis peut-être celle-là, à cet endroit-là ». Puis à la fin, il les a quand même repositionnés, parce qu'il a l'art aussi de faire des choses très mélodiques, très rythmiques, et puis parfois hyper planantes, ce qui est le cas du générique sur lequel il fallait que je chante. Donc j'adore ce qu'on appelle les choses rubato, les morceaux rubato, on appelle ça en musique quand il n'y a pas de tempo, mais du coup pour se positionner, d'autant plus qu'il y a un tempo qui rentre au bout d'un certain moment dans la musique, donc il fallait un peu retomber sur ses pattes. Donc là, il a fait son coup de baguette magique, et je crois que ça s'est bien fini.
Et comment vous êtes approprié ce rôle de Naomi? Comment ça a été progressif? Ça a été progressif. Alors déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est la première fois que j'ai eu la chance d'avoir autant la confiance de la personne qui me dirige, à savoir celle de Fred. C'était assez exceptionnel parce que quand on a commencé à travailler, en fait, déjà on s'est rencontrés avec Fred à une période où moi je travaillais sur ma musique et sur un projet qui était le plus engagé politiquement, j'entends, que j'ai fait de mes différents albums. Et c'est aussi l'une des raisons, je pense, pour lesquelles le film m'a bouleversée. Enfin, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais et c'est d'ailleurs assez dingue le travail d'Antoine Parouti à l'image avec Fred qui a été rendu, en fait, parce que c'était très troublant d'être bouleversée à la lecture du scénario en me disant, c'est hallucinant comme dans un scénario, j'arrive à voir et à lire les images qu'on vit tous et toutes, parisiens et parisiennes, quand on est seul la nuit dans cette ville et qu'on est face aux choses qu'on range dans un tiroir à trucs pas marrants qu'il faut éviter pour pouvoir se concentrer sur la vie. Enfin, moi, c'était ça, en tout cas, le rapport que j'avais à ces choses-là. Et c'était bouleversant déjà de les voir retranscrites de manière aussi directe dans un scénario, et puis d'autant plus bouleversant après la découverte du film fini, de voir qu'en plus le pari était réussi à l'image. Et donc, oui, c'est d'abord passé par cette rencontre-là. Donc, en fait, on se retrouvait soi-disant pour travailler, et puis en fait, on parlait de politique pendant des heures avec Fred. Vraiment, ça a plutôt ressemblé à ça pendant pas mal de rendez-vous, je crois. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, en fait, on est en tournage bientôt, peut-être se mettre à travailler un peu plus sérieusement. Et de là, il y a eu tout un travail pendant lequel Fred a déconstruit ma sympathie, j'ai envie de dire, ce qu'il juge un peu trop sympathique dans ma personne. pour l'enlever de chez Naomi, il me disait que, alors sans pour autant travailler en se disant il y a un animal totem, enfin, pendant la prépa comme pendant le tournage, il venait me voir et me disait, est-ce que celle-ci tu peux la faire un peu plus menthe? Menthe religieuse donc. Et en fait, c'était un vrai truc pour moi d'être ce personnage presque. Bon, on voit qu'elle est très singulière et elle a un vrai caractère et une vraie singularité dans son caractère, mais elle est quand même assez taiseuse finalement. Et ça, par Fred, avant Fred, et puis depuis Fred, il n'y a pas grand monde qui a pensé à moi pour ce genre de personnage. Donc c'est un vrai travail qu'on a fait ensemble en fait, de déconstruire cet endroit de moi et d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus fermé, plus dur et plus menthe quoi. C'est pas évident à jouer en plus d'être dans un personnage, oui, en tout cas dans la version finale du montage, parce je sais qu'il y avait d'autres répliques qui ont été coupées, mais en tout cas d'un personnage que effectivement taiseux, dans l'écoute beaucoup aussi, donc pas évident aussi à jouer, donc exister physiquement, exister par le visage, exister par... Moi, c'est l'un de mes grands problèmes, je trouve, justement, en tant que comédienne, quand je me vois dans des films, la plupart du temps, je me dis, mais en fait, pourquoi tu fais 8 expressions pour dire ce que tu viens de dire avec tes mots? Et là, justement, c'était super parce que depuis cette expérience-là, je travaille beaucoup sur ça et c'est réjouissant, en fait, aussi d'aller vers ces personnages-là et de se rendre compte qu'en fait, on peut dire 1000 choses en un regard et que en fait, ça suffit largement et que c'est un art, justement, l'art de la mise en scène, l'art de la lumière, l'art de la caméra et l'art de la musique en plus. Donc, à la lecture, je me suis dit, bon, ok, ça va être un vrai pari, en plus du pari physique. Il y a cette femme qui est très très loin de moi, mais voilà, qui m'attirait beaucoup et qui m'intriguait moi-même beaucoup, en fait. Je pense qu'elle m'intriguait autant que ce qu'elle intrigue Jean, en fait, dans le film, quoi. Elle a cette présence et puis cette espèce de sensualité, cette femme très, très charnelle, enfin voilà, qu'on retrouve dans les films noirs avec cette espèce de silhouette comme ça, où on se dit, oh là là, il va se passer des trucs. Et donc je me disais, bon, c'est très loin de moi, voilà, il va falloir que je me rapproche de ça. Et en fait, c'était un peu le grand exercice avant chaque prise, hein, pendant les répétitions, avant chaque prise, et c'est un travail que vous avez continué avec Mathilde Van de Mortel, l'extraordinaire monteuse de ce film et de plein d'autres super films.
En fait, avant chaque prise, c'était ok, qu'est-ce qu'on peut enlever? Quelle est la virgule de trop, quoi? À quel endroit on peut prendre plus de temps pour dire la même chose avec moins de mots? Et en fait, c'était un jeu qui m'excitait beaucoup et je trouve ça en plus très très courageux, quoi, comme démarche de mise en scène et démarche cinématographique, en fait, dans l'absolu. C'est hyper classe, je trouve. Voilà, c'est tout pour moi. Alors il y avait une alchimie aussi à construire avec Guang. Est-ce que tu peux parler un peu de... Déjà Frédéric, peut-être que tu peux présenter, enfin, tu peux dire un peu comment tu as choisi Guang et qu'est-ce qui te plaisait pour ce personnage? Pour compléter ce que disait Camélia, elle n'y est pas pour rien dans les dialogues du film parce qu'elle elle était très force de proposition et on a réécrit beaucoup de dialogues ensemble juste avant de les tourner. Donc c'était pas, elle était loin de subir la situation. Hein, J'espère que c'est pas ce qu'on a compris. Non. Ce que j'ai dit. Et quant à Guang, vous pouvez le noter, je ne suis pas issu de la communauté chinoise et donc j'avais un vrai problème d'imposture par rapport au fait d'aborder une communauté qui n'est pas la mienne. Et donc, du coup, pendant le scénario, on a travaillé notamment avec une chercheuse du CNRS native de Chine qui travaille sur les flux migratoires pour être le plus précis possible sur ce qu'on allait raconter. Et ensuite, quand il s'est agi de chercher des comédiens, on a commencé un casting avec des comédiens français d'origine chinoise et il y avait quelque chose qui collait pas selon moi. Enfin, je m'y retrouvais pas. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose déjà de très occidental dans leur façon de se mouvoir, de parler. Et donc on en est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument avoir des comédiens natifs de Chine pour interpréter ces rôles-là. Le film étant très fauché, on n'avait absolument pas les moyens d'en faire venir de Chine, et donc du coup on est parti sur un casting sauvage, et Guang a répondu à l'une des annonces, et tout de suite on s'est aperçu que la caméra l'aimait beaucoup, et puis moi je suis tombé sur une sorte d'idéal, parce qu'il avait le physique dont j'avais rêvé, la façon de se mouvoir aussi. On a travaillé ensuite ensemble, je crois, sur essayer d'en enlever sans cesse par rapport à ce que disait Camélia. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi avec Guang parce que j'avais la sensation que plus ils y seraient. Bon, déjà, je suis admirateur de Melville, donc j'avais une référence, moi, qui était toujours là, qui était le samouraï, et ce personnage mutique dont j'aime beaucoup le fait que moins un personnage s'exprime et plus ça laisse de place au spectateur pour essayer d'aller chercher quelque chose de son intériorité. Et donc du coup on a travaillé beaucoup à ça avec Guang, qui a très vite compris en fait que moins il en faisait et plus la moindre crispation de sa mâchoire prendrait du sens. Et voilà, je trouve qu'il y a une vraie intelligence de comédien. Il y a un micro juste ici. Ah oui. Alors, wow. Comment déjà vous réagissez à ce que vient de dire Frédéric? Il y a 3 ans, 4 ans, j'étais pas du tout dans ce milieu-là et j'imaginais pas du tout travailler dans le cinéma. Et c'est à partir du moment où j'ai vu l'annonce de casting et ça commence. C'était une aventure pour moi. Et tourner dans un film, rôle principal, et après César, tout ça, c'est un rêve. Jusqu'à maintenant, je suis dans le rêve. Et comment un peu la même question qu'avec Camélia, comment s'est construit un peu ce personnage qui est assez complexe aussi, parce que il est animé de plusieurs sentiments contradictoires, et il a à vivre une histoire d'amour aussi en parallèle. Coincé dans un étau. Oui, comme c'est la première fois, donc j'étais super sérieux et je dis plein de fois de scénario et la préparation, ça a duré 2 ans, je crois. Et pendant 2 ans, au fur et à mesure, je suis le personnage. Et j'ai pas besoin de façon exprimée d'un comédien et je suis le personnage. Et c'est naturel. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes dit je suis le personnage? Est-ce que c'était le costume? Est-ce que c'était parce que vous étiez au volant de la voiture? Est-ce que c'était
Il y a eu un moment comme ça où vous vous êtes dit, je suis Jean. Non, il n'y a pas un moment exact, mais je sais pas. Mais de plus en plus, je me sens je suis le personnage pendant la préparation. Et du coup, est-ce que vous êtes parlé avec Ron pour le fameux tout le travail sur la musique et sur le fait que le personnage est musicien aussi est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous ou comment ça s'est passé le rapport à la musique entre Erwan et vous? Pas énormément, je Pas forcément. C'était un peu Fred qui faisait Le lien entre nous. On Ouais. s'est rencontrés vraiment après avec, Ah oui. avec Gwang. On s'est rencontrés, ben, c'est un peu le cas, c'est marrant, hein, le musicien intervient vraiment à la fin et j'ai rencontré toute l'équipe après en fait, plus ou moins. Non, vraiment le lien entre nous tous, je crois que c'est Fred et que oui. Mais je me souviens que Fred, oui, demandait, il posait des questions très techniques sur le matériel que j'utilisais pour effectivement voir comment Gwang pourrait. Je sais plus s'il y a eu un petit travail peut-être pour que Gwang utilise les synthétiseurs, des choses comme ça, mais voilà, c'était vraiment Fred qui faisait le lien. Oui, bon, on a fait un petit peu de travail avec un jeune compositeur marseillais. Donc, voilà, oui, bon, le film a été tourné, on avait une aide assez importante de la région PACA, et donc tous les extérieurs ont été tournés à Paris, tous les intérieurs ont été tournés à Marseille. Et donc du coup, au moment où on tournait les scènes où il composait, on a fait appel à un jeune compositeur marseillais qui lui a donné des rudiments d'utilisation du matériel. On s'était vu pour le premier jour, tu sais. Oui. le tournage aussi. Oui, c'est vrai. Oui, la première journée de tournage, c'était le concert en fait. On a commencé le film avec cette scène dans la boîte de nuit. Enfin, oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés là en fait. Ouais. Oui, c'était en fait comme on n'avait absolument pas les moyens de recréer un concert de Rhône, on a dû se greffer sur l'un de ses concerts et en fait c'était le dernier concert de sa tournée qui se déroulait au Luxembourg et donc du coup on a dû commencer le tournage par ça parce qu'on n'était absolument pas prêt pour le reste. Voilà, donc du coup ça nous a imposé des premières scènes assez complexes à tourner, notamment la scène du baiser dans les toilettes, la scène du concert, qui ne sont pas forcément les plus faciles. Enfin, pour deux comédiens de se rencontrer en s'embrassant, c'est pas forcément la chose la plus aisée. C'est là qu'on a vu que Wong avait beaucoup de sang-froid. Hein. Il semblait pas très impressionné. Non, ça allait. Alors, parlons- On avait parlons- pas mal préparé quand même. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Même Parlons de- la scène d'amour et tout. Ah oui. Non, pas de problème. Bon, on va parler de l'image du film quand même, qui est hyper importante. Antoine Parouti, qui a l'habitude de photographier cinématographiquement la nuit. On l'a vu souvent ici d'ailleurs, parce qu'Antoine est venu souvent accompagner des films dont il a fait la photographie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été déjà noté dans tout ce qu'on a entendu, mais l'idée que Frédéric donne beaucoup de liberté. Je crois que tu l'as retrouvé aussi dans la façon dans la force de proposition que tu avais par rapport au film. Oui, beaucoup de liberté et en même temps. Il savait ce qu'il voulait, Frédéric. Et en même temps, c'est Fred le lien de tout. Donc en fait, je pense que si on n'a pas besoin d'une quantité incroyable d'informations, mais je pense que s'il y a des choses essentielles qui sont précisément énoncées et réunies, on peut avoir de la liberté là-dedans et elle peut être super. Mais je pense que la liberté existe que si on a justement ce cadre-là très défini artistiquement par le scénario et voilà. Et la particularité de ce film, je pense qu'il y avait un enjeu qui est commun à toutes les fictions, de jouer avec la fiction et avec le réel et avec les contraintes et tout ça. Mais il y avait vraiment dans le scénario, j'ai envie de dire qu'il y avait ça à l'écriture, d'une part à la fois une ambition de film de genre et à la fois quelque chose qui est une trame un peu secondaire mais qui reste centrale par rapport au sujet, qui a une part un peu plus documentaire. Et pour moi, c'était extrêmement riche et excitant à faire parce qu'il y a l'enjeu du film de nuit, du film nocturne urbain, dans Paris. Moi, je trouve que Paris est une ville difficile à filmer finalement. Et pour moi, c'était peut-être plus libérateur et plus excitant de justement en filmer la périphérie avec ces zones comme ça un peu frontières, avec la zone de périphérique et en quelque part le centre de Paris, il n'y a pas tant que ça de séquences où on sort de la voiture. Donc il y a ce truc de huis clos,
Enfin, moi, j'ai écouté les autres parler. En fait, j'ai été guidé de la même façon qu'eux par les mêmes éléments, quoi. Par la bulle de la voiture, par un paysage urbain qui défile par la fenêtre, tout le temps en mouvement. Donc, cette question du mouvement, plus ces complexités techniques de filmer dans Paris sans avoir les moyens de bloquer tout Paris, donc avec une forme de légèreté. Et ces petits moments qui sont éparpillés dans le film, qui sont vraiment documentaires au sens où c'est des plans volés sous le périph' de jour alors qu'on filme Gwang qui attend avec son casque et ben en fait devant nous il y a ces gens-là qui sont installés avec leur tente et on les filme ou par la fenêtre du périph' de nuit, d'autres tentes ailleurs, porte de la Chapelle et moi j'habitais comme Frédéric à peu près à la même distance que lui du périph' mais dans le 18e. Donc j'avais, voilà, ce qu'il avait envie de raconter me touchait, avec en plus cet enjeu hyper excitant et pas si français que ça, du film de genre. Donc voilà, et puis la musique, je suis pas sûr d'avoir découvert de la musique avant le tournage, mais du coup c'est Frédéric qui m'a fait découvrir Ron. Et quand je vois le film aujourd'hui, tous ces éléments-là... Et donc le film, oui, est partagé par vraiment de la reconstruction très classique, très film de genre, dans le sens où il y a une collaboration hyper forte avec Mathieu sur les décors, et tous les intérieurs sont faits à Marseille, donc en plus ce truc un peu artificiel contraint forcément à s'approprier encore plus les éléments intérieurs des décors, et donc il y a eu un vrai travail de déco, comme il y a eu plein de décors où on tournait évidemment dans un environnement extrêmement réaliste, très documentaire, et voilà, donc et tous ces éléments-là sont dans le scénario en quelque part, et ce va-et-vient et ces enjeux artistiques et techniques entre donc légèreté, naturalisme et envie de références de cinéma asiatique, de couleurs, de films noirs, enfin, voilà, moi j'ai aussi bien pensé à Taxi Driver que Ciao Pantin, que Ascenseur pour l'échafaud, ou que des films nocturnes français comme ça, ou du cinéma de genre américain. Donc c'était très riche à faire, et avec les moyens qu'on avait, finalement, je trouve que tous ces éléments qu'a ramené Frédéric vont très bien ensemble, quoi. Tout se passe bien. Alors, justement, on va d'ailleurs matcher parce que c'est vrai qu'on parle rarement des liens entre photographie et décor. Et là, vous étiez forcément très très liés par plein d'aspects. Le fait que effectivement, il y avait cette gageure des intérieurs-extérieurs qui était très différent. Et puis, il y avait. J'essaie de parler. Après, il n'y avait pas que. Enfin, j'ai l'air de mettre l'accent sur les décors intérieurs. Oui, évidemment, il y a plein d'extérieurs comme les garages africains en pleine rue. Enfin, c'est des décors très reconstruits aussi, quoi. Ouais. Mais justement, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, un peu des défis qu'il y a eu sur le film, et ce que tu as eu à concevoir? Bonsoir. Non, c'est super parce qu'en effet, il y a une vraie... Ron a dit quelque chose par rapport à la musique, je pense qu'on peut dire tous par rapport à nos spécialités en tant que technicien, c'est qu'il y avait une envie très forte de ne pas travailler avec quelque chose d'illustratif. Et il fallait vraiment trouver quelque chose qui approfondit, en fait, en tant que technicien, on essaye de continuer à aider le scénario, à raconter des choses et non pas juste répéter ce qui est vu à l'image. Si on peut apporter un peu plus de Fred encore dans notre travail à partir du moment où on le fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut aider. Après la déco, en effet, c'est marrant parce que nous on est dans un contre-temps de tournage, on est souvent en avance. Quand nous on a terminé notre travail, il ne nous appartient plus et il passe. Et du coup, je peux dire que Fred fait énormément confiance parce que j'étais souvent décalé parce qu'en effet à Paris, il y en avait très peu de déco à faire dans le sens classique, mais on avait beaucoup travaillé la déco pour autant avec Paris, parce que je me rappelle de plusieurs fois en voiture, moi, Antoine et Fred, à se balader exactement de ces endroits-là et à se plonger un peu dans cet univers, parce que en plus il y avait une particularité déjà dans les scénarios qui n'est peut-être pas forcément visible en premier visionnage ou au premier degré, qui est il y avait une vraie coupure
entre les séquences d'extérieur et intérieur. On avait très peu de moments où cette balade, elle existait, de traverser l'extérieur pour l'intérieur, ce qui donnait un énorme espace pour que cette partie de film noir des genres puisse envahir un peu plus les espaces intérieurs et tout en restant en lien avec les extérieurs. Donc Fred et Antoine, ils étaient toujours très avides de couleurs, ce qui est pas tout à fait courant dans un film français aussi, particulièrement dans la petite expérience que j'ai. Du coup, on a beaucoup discuté ça aussi, on a beaucoup parlé de palette de couleurs, on a beaucoup imaginé ça, et du coup, il y en a eu en effet, je peux vous dire par exemple, on a dessiné presque l'intégralité des décors intérieurs, et ils ont eu des dessins préparés pour la préparation. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps non plus, où il y a eu une vraie transformation de ces lieux. Il y a des lieux qui sont dans les mêmes appartements sans qu'on s'y rende compte. Donc, on avait, en tout cas de la part de la déco, vraiment cette impulsion de Fred pour exactement continuer à essayer de propulser les idées qu'il nous avait transmises dès le début. Non, moi, c'était une expérience. Bon, c'était mon premier film, donc j'ai fait des courts-métrages auparavant. Et là, j'ai découvert la direction artistique, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des courts-métrages, on est toujours pressé par le temps et par l'argent. Et on n'a pas forcément le luxe de se poser. Et là, on s'est posé tous les trois, et aussi avec Virginie Montiel qui a fait les costumes, pour essayer vraiment de réfléchir à la direction artistique du film. Et ça, c'était une expérience fabuleuse, en fait, d'avoir... Enfin, comment dire, d'essayer d'aller dans le même sens, en fait, d'essayer de rendre la lumière, l'image, les décors, les costumes narratifs, quelque part. Bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que, pardon, pour qu'on puisse parler de degré de réalité ou de réalisme, on filme un univers réel en soi, en fait. Genre, le lien qu'on a avec les réels, c'est des sensations qu'on expérimente en regardant dans le film. Donc du coup, indépendamment de combien le film est fantastique ou documentaire, je pense que l'univers du film il existe en soi, et je pense qu'il a une des choses les plus intéressantes de cette aventure de La Nuit Venue, c'était qu'on avait vraiment l'intérêt de construire en vrai univers à l'intérieur de ces récits. Et on n'avait pas besoin de s'inquiéter si on était réaliste ou pas réaliste, parce qu'en fait, ça s'était inspiré de tant de choses, et des tant de choses qui ont été vraies, qui étaient déjà vraies, présentes dans les scénarios et dans l'envie des gens, que c'était beaucoup plus une question d'affiner à l'intérieur de ses propres univers, de comment on pouvait attendre une partie ou une autre, plus de couleurs, moins de couleurs, plus de rouge, plus de vert, plus de cyan, ou plus de textures, moins de textures, mais de toute façon, c'était vraiment inhérent au film. Bon, on va devoir terminer parce qu'il y a une carte blanche que j'ai donnée à Frédéric. Et donc, il y avait une question. Non, c'est ça, non. Pardon. Projection donc de Collatéral dans quelques minutes. Peut-être que je peux vous donner le mot de la fin. On a nos deux comédiens qui n'ont pas parlé, mais qui, je sais pas, peut-être. Oui, pour information, Tsing Sin est la maman de Maurice. Elle interprète la maman de Jean dans le film, mais c'est la maman de Maurice dans la vie. Et Maurice, vous l'avez reconnu, c'est notre chauffeur alcoolisé. Comme ça. Moi, j'ai participé à ce film qu'un jour. Voilà, c'est plus court possible. Mais une chose, je sens, j'ai l'impression très forte, c'est le travail de réalisateur. Parce que quand au casting, c'est très tard. Le film déjà commence. Et le casting accompagné, c'est le rôle principal. C'est lui-même.
ça m'a étonné parce que le film déjà commencé aussi, c'est pas à Paris tout le temps. Et le casting, c'était un garçon chinois arrivé. On a fait, après, le directrice casting a demandé lui, ça va, tu sens c'est bien cette mère. C'est bizarre, la directrice casting demande ce garçon chinois. Il m'a dit, ah ça va, ça va. Ça c'est la première impression. Après le travail, c'est à Marseille, une journée de tournée à Marseille. Je suis arrivée le soir, le réalisateur il m'a accueilli. Je lui ai posé une question. Je dis, c'est le rôle principal. Pourquoi chercher un garçon jamais joué, un chinois jamais joué dans le film? Comment tu rassurais choisir un garçon pour mettre dans le premier film de rôle principal? Il m'a dit une chose, je toujours marque. Il a dit, quand je rencontre le Guang, je vis dans ses yeux, il y a une sorte de mélancolie. Ça, je cherche toujours pour ce rôle principal. C'est ça m'a donné une clé. Une journée de tournage, je comprends le ton de film, c'est mélancolie. Donc j'essaie de jouer avec au téléphone, avec sentir ça, parce que comme une mère reste en Chine, le fils pour musique aller à Paris, dans la situation comme ça, déjà une base de mélancolie dans le corps. Donc je trouve cette équipe de travail très efficace. Sûrement c'est le réalisateur. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble, c'était janvier 2020 pour la projection de l'équipe. Et depuis, il s'est passé tellement de choses. Pendant 2 ans, on s'interdisait de sortir, de reprendre une vie nocturne. Et quand je vois aujourd'hui, je repense aussi au rôle principal dans nos vies nocturnes et on ne prête pas attention à vendeurs de roses, des conducteurs de VTC qui sont un peu les figurants de nos vies nocturnes. Et là, en revoyant le film, et je sentis vraiment, c'est très fort, très émouvant de porter un regard sur ces figurants de nos vies nocturnes qui sont mis en avant dans ce film. Bravo, Frédéric. Je propose juste de faire une petite photo pour immortaliser votre venue. Voilà. Regardez. Vous nous les envoyer. Ah ouais, on peut les Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah si, c'est complètement.